Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre blague? Qui est-ce qui en a pas là? Mais j'ai une blague de merde. Voilà. Bah la dis pas comme ça. Merci. Je l'ai pas. Je vais commencer en disant que j'ai pas de blague pour l'intro. Non. Merde. Moi j'ai une blague pourrie. On peut dire qu'on enregistre dans le sud-ouest et qu'on fait un épisode de Comic Outcast. Non. Oh putain. Enchaîné. Je l'ai pas. Moi, je ne vois pas pourquoi je chercherais une blague vu qu'on va parler de comics toute la soirée. LOL. Si. Mais d'ailleurs, Je dois Thomas partir. Ivry, tu Je fais dois Geekart. vraiment J'avais une question pour toi. rentrer Oui, Est-ce que absolument. Geekart c'est le frère de Mario Kart? Bonsoir et bienvenue dans cette 31e émission de Comics et Outcast. Pendant 1 heure ensemble, on va parler de comics et de leurs univers. Et je ne suis pas tout seul pour le faire. Avec moi, il y a Ben. Salut. Lucille. Hey. Zef. Yo. À la réalisation, on a Joe. Oui, bonsoir. Oui, il parle de loin comme d'habitude. Et on a notre tout premier invité de l'émission. Au bout de 31, ça fait plaisir. Bonsoir, comment C'est ça va? Thomas Olivry. Bonsoir, vous m'avez pas dit que j'étais le premier? Bah, J'aurais- si, ben t'es voilà. le premier. Mais non, il y avait Faskill avant. Il y avait Faskill. J'avoue. Un deuxième invité. Ah, je suis Voilà, dégoûté. on commence. Oh là là. Voilà. Non. Qui est l'auteur de Geekart. On va parler avec... Faskill, l'auteur de Geekart? Non. Ah, pardon. Avec lui un peu plus tard dans l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est entièrement pour moi. C'est parce que c'est le début. Toi, on dirait une carte de Hearthstone, tu sais, tu le poses, le plaisir est entièrement pour moi. C'est la voleuse en fait. Ah, bah The voilà. pleasure is mine. Ah bah voilà. On va parler du programme de ce soir plutôt que de jeux de cartes. S'il vous plaît. Ce soir pour vous, on a un programme assez sympa. On va vous parler de Lando, Sans le personnage- bébé. Quoi? Non, là là. arrête, Oh bah, le j'avais dit que je la vol. faisais. Le Le vol. personnage Non, de le Star vol. Wars. On va parler d'une série Image qui s'appelle Sons of the Devil, une série DC qui s'appelle Omega Men. Lucille va nous proposer, non c'est pas Lucille, c'est Non. Zef qui va nous proposer un focus sur la série de Bill William Fables. Et enfin, dans le bulle, on va pouvoir interroger notre invité Thomas Olivry pour nous parler de son activité de galériste, d'auteur et de sa passion pour les comics en général. T'as dit de T'as dit de galérie? galérie. T'as dit de Souvent en galère en Galériste. fait. Galériste. Une Galériste. personne qui galère, Voilà, et ça. galériste. Voilà. Ouais, il galère entre Paris et Nantes, ça va. Bon. Comme d'habitude, vous pouvez vous faire nos remarques avec le compte Twitter #ComicsOutcast. Faire nos remarques. Ah, excuse-moi, pardon. Oh, elle est j'étais bien, dans un ça. strip de malade. Ouais, bah désolé. Allez, vas-y. Ou sur le compte Facebook, comme d'habitude. Comics Outcast numéro 31. C'est parti. C'est parti. Jacques. Jacques. Première partie de l'émission, ce sont les revues. Les revues, qu'est-ce que c'est? 3 séries choisies par les chroniqueurs, 3 épisodes qu'on lit et qu'on juge devant vous On croise les bras et on juge. pour vous permettre de vous faire une idée sur ce que vous pouvez acheter. Première série de ce soir, c'est Lando de Star Wars. C'est Lucie qui va nous présenter. Alors, mais je sais pas ce qu'ils sont en train de faire là. Enfin, Je bref. donne Zef qui meurt. là. Excusez-moi. Donc oui, ce soir nous allons parler de Lando. Alors il faut situer un petit peu le personnage puisque oui, ça existe. Il y a des gens qui ne connaissent pas Star Wars et il faut penser à eux. Donc Bonjour. Ouais, toi tu connais mais c'est juste que t'aimes pas parce que t'aimes pas. Non mais je connais pas grand-chose. Lando, je ne Non, connaissais pas ce C'est le personnage. seul Eh ben genre voilà. du truc, là. Exactement. Jusqu'à Voilà. l'épisode 7. Il y a Morgan Lando. Freeman. Lando Non. Calrissian, c'est Non. donc un personnage de Non. Star Wars qui Pas est du joué tout. dans les épisodes 5 et 6 par Billy c'est- Dee Williams. C'est un Samuel personnage. Jackson. Ouais, Et c'est sinon, j'aimerais bien pouvoir faire ma revue à un moment. Vas-y Lando. Écoutez, oh. Vas-y Lando. C'est bon, j'ai l'autorisation. Oui, c'est bon, Lando. Ok, donc c'est un personnage secondaire, c'est un ami de Han Solo, et finalement on n'en sait pas grand-chose dans les films. Mais foutez-vous de ma gueule. Non, non, je me fous pas du tout de ta gueule, je me fous de la gueule d'Eric. Bon, on continue. Et donc voilà, c'est un personnage assez mystérieux, mais c'est un personnage qui quand même avait eu beaucoup de succès à l'époque et qui avait donc la particularité d'être le seul personnage à la peau noire de tout l'univers Star Wars. Donc là, comme ils ont fait, ils ont lancé tout un tas de séries Star Wars, on en a chroniqué plusieurs, hein, On a Dark déjà fait Vador, on Leia, a fait Dark Leia. Vador. Il y a Chewbacca qui Il y arrive a bientôt. Chewbacca qui arrive bientôt. Pas là moi. Voilà, mais donc Lando, c'est une série qui a commencé en juillet, donc maintenant elle est terminée puisqu'il n'y avait que 5 issues, et c'est donc édité chez Marvel Comics. Nous avons à l'écriture Charles Soule, je ne sais pas. Oui, on en a déjà entendu parler, il a oui. fait Death of Wolverine. Exactement, il a évidemment. participé à Death of Oh, la Wolverine merde. chez Marvel, il a fait She-Hulk aussi, je sais que vous aimez Oh beaucoup là là. Moi She-Hulk. j'adore. Et il a fait du Something aussi, petit chouchou de Ben. Eh oui. Voilà. Au dessin, on a Alex Maliv, qui est un dessinateur bulgare, qui bosse chez Marvel depuis une quinzaine d'années, qui a fait énormément de trucs et qui a la particularité de bosser beaucoup avec Brian Michael Bendis.
Je sais plus si vous l'aimez ou pas. Ah si. Ah, Ben 10, bien Ouais, sûr. il est juste drogué. Il fait trop de D'accord. choses dans le mois. Il mais- travaille 24 heures par jour. Mais Ok, bon, après, c'est gens qui travaillent trop, hein, franchement. J'aime pas c'est ça du tout. Voilà. Et donc, ces 5 chapitres consacrés à Lando Calrissian, en fait, nous proposent un petit pitch assez, on va dire, basique, hein, puisque le principe, c'est Lando, c'est un contrebandier. Et il est bien sûr criblé de dettes parce que c'est trop rigolo d'être dans un univers déchiré par l'Empire et plus ou moins la rébellion qui commence à émerger, mais sans plus. Donc pour le moment, c'est plutôt le caca. Donc lui, il essaye de faire son business. Et il est criblé de dettes et donc bien évidemment il tombe sur le dernier contrat qui est censé rembourser toutes ses dettes et lui permettre de devenir un homme respectable, etc. Il Après va devoir ça, donc... j'arrête tout. Voilà, c'est un peu ça. De toute façon, pas de spoiler, hein, on sait qu'un jour il va se retrouver à la tête d'une station spatiale dans les nuages, hein, qui s'appelle Bespin, donc c'est qu'à un moment il y arrive, mais on s'en fout, c'est pas du tout le trait du comics. Et donc dans le comics il va devoir voler un truc, et bien évidemment cet objet appartient à une personne très importante qui est très en colère et qui surtout a beaucoup de pouvoir et la possibilité de le détruire potentiellement. Donc ça c'est un pitch qui est complètement éculé, hein, on a pu le voir dans John Wick l'année dernière, hein, tu voles le truc au mauvais gars, il revient, il te pète la gueule. Donc bien évidemment Lando ça va pas se passer comme ça puisqu'il survit à la fin. Et en fait donc pendant 5 issues c'est un peu mouif parce qu'effectivement il se retrouve à avoir des gens qui lui courent après, des gens avec qui il travaille, parce qu'il a toute une petite équipe autour de lui pour faire le casse en fait. Et particulièrement à côté de lui, donc son bras droit, nous avons le personnage de Lobot en fait qu'on a croisé donc dans la première trilogie, qui est ce type qui est chauve avec un espèce d'implant autour. Non, c'est Voilà. pas la visière, c'est juste sur Qui, les du oreilles. C'est coup, comme un cache-oreille mais robot. Bah, en fait c'est dans l'autre sens, tu vois, ça lui fait genre la couronne de cheveux comme les types qui ont plus de cheveux au-dessus là, enfin bref. Et bah si c'est vrai. C'est la meilleure calvitie de l'univers quand même. Exactement. Ouais. Une pelade. Ouais, ou sinon on s'en fout, un truc Ouais. comme ça quoi. Et Oui. donc dans les films il est plus ou moins muet, donc pareil on n'en sait rien. Et là en fait ça va être l'occasion d'en apprendre vraiment plus sur qui il était à un moment donné. Et ça rend le personnage très attachant et très intéressant. On croise 2-3 personnes, visiblement une nana qui fait partie d'un univers, etc. Donc c'est plein de trucs qu'on n'aborde pas beaucoup et on sent en fait qu'il y a une mise en place de quelque chose. Parce que finalement le personnage sur lequel on en apprend moins, c'est Lando. On en apprend plus sur les personnages secondaires, on en apprend un petit peu plus sur l'univers au moment M en fait du comics. D'ailleurs, contrairement aux autres, à Princesse Leia et Dark Vador qui étaient vachement ancrés après l'épisode 4, là on sait pas trop en fait où ça se situe. On suppose que ça se situe après l'épisode 4 comme les autres, mais on se demande si c'est pas même avant, beaucoup plus tôt. Donc en fait, parce qu'on en apprend un petit peu plus sur le pouvoir obscur, mais voilà, en soi, c'est sympa. Mais c'est quand même pas ouf, voilà. Donc à part si vous êtes un gros fan de Marvel, pardon, de Disney, où là, enfin voilà, genre moi je me suis abonnée, bon moi j'ai les 5, je suis contente, mais bon après, voilà, Tu veux quoi. dire par rapport au reste de l'histoire, enfin de l'univers étendu Star Wars, ça porte pas grand chose. Bah, en fait, vraiment ça pose des bases, ça introduit des personnages, ça introduit des notions. Mais tu sais pas plus de trucs sur Lando après les avoir lus, à part que tu comprends qu'il est beau parleur et qu'à la base il n'aime pas la violence. Mais c'est tout quoi. Quand on tu s'en dis fout un peu. introduit, c'est des easter eggs ou Non, c'est pas vraiment des easter eggs, c'est juste qu'en gros, on rencontre un chasseur de primes par exemple à un moment, qui se trouve avoir des liens et avec l'Empire et avec Lando et les personnes qui l'entourent. Et donc tu te dis, ah bah ça c'est un personnage. Déjà, il est bien construit. 2, il est méga badass. Ça, c'est un personnage que tu retrouveras peut-être dans d'autres séries de comics où Lando reviendra plus tard. D'accord. Là, tu dis Lando, il aura plus jamais un titre à lui parce que ça sert à rien. Par contre, du coup, il va pouvoir être introduit dans les autres comics. Donc, je pense vraiment que c'est une origin story un peu mouif, mais qui est sympa. Voilà. Après, ça fait plaisir d'avoir quand même un truc sur Lando. D'accord, merci Lucille. Ben, ton avis sur la série? Je sais pas si c'est une origin story. Moi, j'ai plus pris ça comme un genre juste on a ouvert des pages sur la vie de Lando à un moment de sa vie ou enfin dans son taf de tous les jours. Enfin, j'ai pas pris ça comme un truc où comme dit Lucille, on nous présente pas le perso. Du coup, c'est vrai que j'aurais bien aimé en savoir plus dessus parce qu'effectivement, je l'ai trouvé plutôt cool dans les films. Effectivement, c'est un peu mollasson. J'ai bien aimé quand même cette espèce d'histoire de pirates de l'espace, des mecs qui font un casse. Enfin, moi, de toute façon, j'aime toujours bien l'histoire de casse et de braquage et autres. Surtout que dans sa team, il y a des mecs assez badass, dont des jumeaux qui se tapent de ouf, donc ça c'est assez cool. Pardon. Par contre, C'est bien d'avoir un micro pour tousser, un Ouais, bouton pour tousser ouais, sur son micro. Ouais. Par Ben. contre, si ça avait pas été Star Wars, je pense que j'aurais pas continué en fait, parce que, enfin, je comprends complètement l'avantage Star Wars dans le truc. L'intérêt de L'intérêt, voilà. marketer comme ça. Si ça avait été une autre série qui s'appelait, je sais pas, Space Pirate, et en fait c'était exactement les mêmes personnages, mais pas dans l'univers de Star Wars, je pense que ça aurait pas plus grand intérêt que ça. Juste les dessins sont sympas, j'ai bien aimé le trait.
Il y a des jolis contrastes de couleurs vu que ça se passe dans l'espace. Il y a des jolis contrastes de lumière aussi. Mais voilà, c'est pas ouf. Il y en a que 5. Ou je dirais peut-être les 5 juste pour dire que j'ai fini. Mais c'est pas ouf. Non mais si, bah voilà, l'accomplissement, tu vois, pour avoir voilà. Mais non, sinon c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ok. En plus, il y a pas de bébé. Oh, ça va. Zef, ton avis sur la série? En fait, je vais rester globalement comme les autres. Moi, j'ai bien aimé le fond parce que bon, ça reste Star Wars, donc je suis assez fanboy. J'ai bien aimé quand même. On retrouve le personnage de Lando comme on peut le connaître dans les films ou dans les bouquins pour ceux qui en ont lu. Voilà, le beau parleur qui drague, qui trompe un peu son monde. Maintenant, ça a toujours été, à mon sens, un sous Han Solo. Dans le sens où on a essayé de créer un personnage en comics qui est un peu du Han Solo-like mais qui ne l'est pas vraiment, donc on va pas le faire que ce soit un contrebandier, on va le faire plus pirate, voleur de l'espace. Tiens, on va lui mettre une team avec les jumeaux qui se battent bien, mais si tu veux c'est un sous-produit de ce qui peut exister dans les bouquins. Mais c'est bien qu'ils aient créé des nouveaux persos. J'ai pas le contraire, je suis pas en train de dire ça, je dis juste que c'est pas ouf en fait, c'est juste, dès le début à mon sens la série sentait un sous-produit quoi, en disant ok, il faut faire un truc sur Lando parce que c'est un personnage qu'on connaît pas beaucoup, on va pas apprendre énormément de choses sur lui mais on va faire un petit truc sur 5 numéros, c'est marrant. C'est un personnage secondaire quoi. Moi c'est ce qui me surprend. Ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'il y a quand même eu une série donc sur Dark Vador qui est quand même l'icône avec Luke de Star Wars. Oui, qui est plutôt bien, mais ça a lancé en fait le truc quoi. On a eu Princesse Leia qui malgré contre toutes mes attentes était quand même sympa. Ouais. Et là, Chewbacca qui est aussi un personnage populaire, donc la série qui est sortie un petit peu plus tard. Et là on a Lando. Oui, mais si tu prends Princesse Leia, si tu prends Dark Vador, ce sont des personnages principaux. Ce sont des personnages principaux qui ont une histoire, etc. Lando c'est un personnage secondaire. Donc ça veut dire que déjà à la base il est pas très étoffé et là le comics ne l'étoffe pas forcément plus. Tu fais pas des très bons comics avec des personnages secondaires en fait. Ouais, c'est dommage qu'ils aient c'est bien mais dommage qu'ils aient juste axé ça. Je crois qu'on en apprend plus sur son bras droit que lui en fait. Ah mais complètement. Et c'est cool mais c'est dommage parce que son bras droit avait plus de présence en étant absent. Je sais pas comment dire ça. Parce que dans le film finalement tu le vois pas mais tu le remarques énormément parce qu'il a un petit charisme et une façon de se comporter qui est ultra présente à l'écran et du coup là le fait d'en apprendre un peu plus, je le trouve que ça lui apporte rien de plus et ça le rend plus à plat quoi. Ben, mais là où je pense que le fait que ce soit un personnage secondaire aurait été intéressant, c'est que du coup ça nous permettait de découvrir d'autres aspects de la mythologie Star Wars que les persos principaux rencontrent jamais parce qu'ils sont dans des trucs hyper graves. Ouais. Lui il est dans des espèces de sous-scénarios. Mais non, au niveau de ça aurait pu. Non, je dis que ça aurait pu effectivement. Donc c'était prometteur, mais effectivement ils sont passés à côté quoi. Et puis surtout, franchement, le chasseur de primes, le sous Boba Fett, machin. Il est quand même cool. Il est cool, mais ce qui fait, en fait, ce que je reproche à ces auteurs-là, et c'est pas Soul particulièrement, c'est à beaucoup d'auteurs du genre, c'est de vouloir faire un truc dans un univers qui est déjà très construit, qui est déjà énormément étoffé, et de pas apporter une idée originale, mais de se dire ok, je vais apporter un truc. Quand même, c'est Star Wars. Je dis pas que c'est facile. Je dis juste qu'ils veulent le faire, donc bien à eux, ok. Mais ils prennent finalement plein de petits trucs qui sont déjà en place pour construire un personnage. Au final, ça ressemble à tout et à rien. Mais ils trahissent pas le personnage, par contre. Non, ils trahissent pas le personnage. Non, ils inventent pas des trucs qui sont pas cohérents avec tout ce qui a été fait sur Star Wars. Là, oui et non. Il y a peut-être des détails pour les vraiment fanboy, mais. Après, ce que je trouve dommage, c'est que chaque personnage est un archétype de ce qu'on trouve déjà en place. Et voilà, ça m'a pas plus emballé que ça personnellement. Le dessin par contre est vraiment très cool. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment une toute dernière question là-dessus, peut-être que l'un de vous trois saura me répondre. Donc il y a 5 séries parce qu'il y a même une série Star Wars, plus d'autres qui ont été annoncées pour fin 2015. Plus la mini-série Shattered Empire qui fait le lien entre. D'accord. Donc c'est ma question en fait. Toutes les séries qui sont sorties donc en 2015 et donc celles qui arrivent en 2016, elles forment un univers qui sont liés au film ou pas? Oui. Oui, le but du jeu c'était ça, c'était de reprendre. Pas forcément on croche un film toutes. Alors normalement c'est dans la mythologie Star Wars. Normalement ça devrait l'être parce que c'est comme ça que Disney l'a pensé. D'accord. Maintenant j'ai un sacré doute sur le fait que J.J. Abrams soit. Ma question c'est est-ce que dans les films qui vont sortir plus les rogues machin, est-ce qu'ils pourraient faire référence à des événements qui ont lieu exclusivement dans les comics? Des références non parce qu'ils peuvent pas se permettre de mettre de côté les gens qui lisent les gens qui lisent pas les comics. C'est Star Wars, c'est accessible. Non bien sûr. Mais disons que ça fait partie
d'une cohérence totale. Comme dans le MCU, ils font pas référence aux séries, mais les séries font partie de la même cohérence. Non, Voilà. c'est pas, Bref, c'est un autre débat. c'est pas aussi construit que le MCU. Non, J'ai c'est posé pas une aussi question, construit, taisez-vous. mais c'est le même principe. Parfait, bah merci. Donc ça c'est donc chez Marvel Comics, Lando, une mini-série en 5 épisodes. On vous a parlé des 3 premiers. Ça a commencé en juillet 2015 et c'est donc chez Marvel Comics. On va passer à la deuxième revue. C'est Zap qui va nous la présenter. Une série Image qui s'appelle Sons of the Devil. Yep, et voilà. Donc Sons of the Devil, on retrouve Brian Buccialetto à l'écriture. Et en fait, c'est un mec qui fait énormément de trucs. Et j'étais assez surpris parce qu'en fait, j'ai lu pas mal de trucs qu'il a fait, dont Executive Assistant Iris, pour ceux qui connaissent chez Aspen. Et en fait, je savais pas que c'était lui. Et donc, j'étais plutôt content de découvrir qu'il avait fait plein de trucs. J'avais lu, il a fait Necromancer chez Topco, Witchblade, il a fait beaucoup de Darkness. Il a fait Flash, non, récemment. Ouais, il a fait Flash, il a fait beaucoup de Batman, beaucoup de détectives comics. Il a fait aussi beaucoup de Tomb Raider, un truc que je lisais quand j'étais gamin. Donc comme quoi c'est un vieux de la vieille. On retrouve Tony Infante au dessin, qui a pas mal bossé aussi sur les Sons of Anarchy au niveau comics. Donc qui a un trait que moi j'adore vraiment. Je suis vraiment très fan du dessin, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc Sons of the Devil, c'est donc une série Image, donc tout ce que ça implique derrière, comme on en parle beaucoup chez Image depuis un petit moment. Donc ça se déroule en fait en 2015, c'est complètement contemporain et ça va nous entraîner en fait dans la vie d'un mec qui s'appelle Travis. Et qui est une personne, Travis, qui est une personne assez classique dans l'idée. C'est un gars qui a une petite particularité, elle a les yeux verrons. Alors c'est un truc qui apparemment va être super important pour le reste de la série. Et c'est un petit peu un loser. Il a un caractère un peu sanguin. Le gars il va se taper avec des mecs pour des conneries par moment, où il va vouloir faire un peu le beau gosse. Il a du mal à contrôler son énervement. Son tempérament, ouais. C'est un peu ça. Et donc à un moment il va aller un peu trop loin. Il va se retrouver à faire des travaux d'intérêt généraux. Et aussi des séances de, je sais plus comment on dit, psychanalyse en groupe, voilà, des séances de groupe. Et bref, c'est le gars qui est sanguin, qui est assez fort, et donc dans son histoire, dans son adolescence, en fait, on va comprendre assez rapidement que c'est un orphelin, et que la personne qui l'avait engagé, donc un détective privé qui l'avait engagé pour retrouver ses parents, un soir il va aller le voir, et au moment où il va arriver devant sa porte, il va avoir du sang sur la porte, il va ouvrir, la personne est morte un peu salement, elle a été tuée un peu salement, et au moment où il va se précipiter sur lui pour voir s'il est vivant, il entend juste une personne derrière lui qui dit « tu es l'élu », et il lui met un coup sur la tête et il tombe dans le copain, bim. Là-dessus, bon, je vais pas aller plus loin dans l'histoire, il y a juste précisé en fait que il y a donc de 2015 à aujourd'hui, on voit son histoire à lui. On va aller régulièrement en flashback en 1989, si je ne me trompe pas, où on y voit ce qui semble être une espèce de secte dès l'époque, avec un prophète qui bénit des nouveau-nés, enfin bénit, faut le dire entre des guillemets, vraiment, hein, genre je m'ouvre le doigt pour mettre du sang sur le bébé, et qui a aussi les yeux verrons. Donc voilà, la petite référence dans le truc. Alors normalement, j'aime beaucoup ce type d'histoire. Peu occulte. Ouais, le côté occulte, secte, je vais pas forcément pour savoir si on y croit ou pas, mais c'est vraiment le côté voir comment l'histoire est contée en fait, comment le scénariste arrive à détourner certaines œuvres, certaines images, certaines croyances pour mettre en place son scénario, pour mettre tu cherchais du Lovecraft dedans, c'est ça? Non, pas nécessairement. je me suis fait la réflexion en fait, mais non, mais pour je sais pas, Rosemary's Baby par exemple, en fait, j'adore ce film, enfin le bouquin, parce que au final. Toute la façon dont c'est amené est super intéressante en fait. Et c'est pas tant la finalité qui est forte, c'est vraiment comment l'auteur arrive à te faire comprendre qu'il se passe des choses importantes alors que ça passe sous silence quasi en fait. Et là, malheureusement, c'est pas trop le cas. En fait, c'est une série qui est remplie de déjà-vu et de vide. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de trucs où t'as déjà vu. Non, mais c'est pas. C'est pas une insulte quand je le dis, mais je finirai la série, mais c'est juste que voilà, il se passe des trucs dedans. Ok, bah, c'est du déjà vu. Bon, le gars, il a une petite particularité physique, il a les yeux verrons. C'est un gars qui a un tempérament. Tu sens qu'il a envie d'être sympa, mais il n'arrive pas trop. Et donc il y a un truc qui se sent. Enfin, c'est dit dans le titre. Hein, genre, tu comprends ce qui va arriver plus ou moins. Après, j'attends le twist, mais c'est le problème, c'est qu'au bout du 3e épisode, en fait, il y a toujours rien. Ouais. Il y a Image. Il n'y a pas beaucoup d'histoire, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, il y a pas. En fait, tu te dis ok, à la fin du 3e épisode, je me suis dit ok, finalement, il n'y a pas grand chose à dire sur l'histoire parce qu'au bout de 3 épisodes, il s'est rien passé d'extraordinaire. On a un petit peu avancé sur Flashback, mais pas tant que ça. Donc j'attends de voir la suite. Pour l'instant, il y a 5 épisodes qui sont sortis. Je me suis pas, je n'ai pas continué au-delà du 3. Au niveau du dessin, je l'ai dit, moi j'adore vraiment, j'accroche sur le dessin. C'est vraiment très anguleux, c'est vraiment des traits un peu répétés comme si c'était brouillon par moment. Ça fait vraiment très agressif par moment. J'adore. Donc voilà,
conseille pas spécialement si on n'est pas fan forcément de l'auteur, mais pour l'instant c'est pas plus que ça. Bon, ça risque de démarrer au numéro 6. Ben, ton avis? Moi j'étais assez chaud sur les premières pages. Pas particulièrement parce que le perso a un trait physique et je trouve, enfin, même si c'est vu et revu, je trouve ça assez cool et en plus là c'est une bonne idée. Il a des yeux verrons un peu particuliers, c'est bleu et rouge. Je pense pas que ça existe dans la vraie vie, mais bon, c'est cool. Comme la police. Voilà. Mais en fait le truc c'est que le soufflet est retombé, c'est ça qu'on dit, assez vite parce que j'ai l'impression qu'ils mettent beaucoup de choses en place et que même si, comme disait, il n'y a pas vraiment de choses résolues à la fin du 3e numéro, j'ai l'impression que tout va se résoudre genre en un numéro si c'est pas moins, et qu'après en fait il y aura pas grand chose à se mettre sous la dent. Je sais pas en combien d'issues c'est prévu, mais je sais pas, ça fait un peu faux quoi. Je dis pas qu'il y a pas de bonnes idées, mais j'ai l'impression que c'est ok, on va mettre toutes les bonnes idées qu'on a. Au final, ça va se résoudre par soi-même d'un coup. Et en gros, après, soit ça s'arrêtera, soit ils feront une autre intrigue ou j'en sais rien. Mais à moins qu'il y ait un truc où tu sais, ils vont mettre un détail et en fait, ça va complètement nous mind blow en disant putain, mais oui, mais je pense pas que ça arrivera. À moins qu'il y ait un truc assez balèze comme ça, c'est vrai que ça s'essouffle un peu et que c'est pas hyper intéressant. Et les dessins, je suis pas trop d'accord avec Zef. Enfin, moi ils m'ont pas plu, pas parce qu'ils sont pas beaux, mais parce que c'est assez inégal en fait. Il y a certaines planches qui sont belles, c'est un trait particulier, donc ça je le nie pas. Mais par contre, il y a certaines planches où c'est hyper feignant, c'est-à-dire que tu dis feignant. Ouais, non mais c'est ça parce qu'en fait dessine mieux. non mais j'aime beaucoup les dessinateurs qui vont te faire en 3 traits, qui vont te faire un truc où t'as pas besoin de plus que ça pour comprendre, et ça c'est très bien, j'adore. Mais là je dis pas que le mec était feignant, enfin je dis feignant, le trait est feignant en tout cas, parce que je me dis juste on a l'impression qu'il a dessiné à l'arrache, alors que t'as d'autres pages où c'est le même trait, c'est le même style, mais il y a plus d'attention sur les pages où il y a un petit peu d'action, il est vraiment intense en fait. Voilà, mais du coup je me dis est-ce que le mot que tu cherches c'est inégal en fait. Mais je l'ai dit Joachim, je l'ai dit. Et du coup voilà, donc ça m'a pas, souvent les dessins ça peut me retenir sur une histoire un peu bancale, mais là pas trop quoi, donc non. D'accord, bon. Lucille, ton avis sur Sons of the Devil? Pareil que mes collègues en fait. Attends, je retire la corde autour de son cou. Non mais c'était sympathique, mais effectivement ça m'a pas donné envie de lire la suite. Le trait est nerveux, c'est pas statique, c'est plutôt agréable. Mais voilà, je ne lui donne pas de rose, il ne reviendra pas la semaine prochaine. Jack. D'accord, oui, non, Jack, voilà, on l'a perdu, Jack. Voilà. Donc, c'est vraiment dommage. Pardon, excuse-moi, mais c'est vraiment dommage parce que je me souviens quand j'avais vu les titres dans le truc, je m'étais dit putain, faut que je prenne ça, c'est carrément pour moi. Et en fait, j'ai fait ouais, c'est dommage. Ouais, c'est parce vu et revu, en fait. Pour préparer l'émission, en fait, on se propose entre nous les titres dont on va parler, et bon, certains titres sont très évocateurs. Et là, je pense que Zef avec. Forcément, dès qu'il y a Satan dedans, Zef. Je reviens. Alors, il n'y a pas Satan, il y a Devils. Et ensuite, je reviendrai. Mais ça, non, parce qu'il y avait une série où il y avait, je sais plus, c'était Jesus. Punk Rock Jesus. Non, c'était Jésus et des zombies, les démons là, je sais plus quoi. En parlant de Punk Rock Jesus, le dessin. Je sais pas, j'ai pas lu. Non. Oui. Non, car non. Non mais c'est pas aussi bien évidemment. Non. Le mec se bat contre 4 personnes. Dans l'angulosité, L'angulisme. effectivement, il y a C'est il y a un pour air. le coup, je verrai sûrement l'année prochaine si j'ai continué et que la série continue, je vous en parlerai peut-être en disant putain c'était devenu ouf. Et en fait, Tu vas continuer quand même? Ouais, je vais aller jusqu'au 6 je pense. Le sadomasochisme. Non, pour le 6 quoi, pour la faire culture. 666 tu vois. Faut que tu lises 666. Donc Sons of the Devil, c'est chez Image Comics, ça a commencé en mai 2015, du coup il doit y avoir 6 ou 7 numéros, je sais pas, je vais vérifier. Troisième revue Du boss. pour ce soir, il s'agit d'Omega Men, une série DC Comics, c'est Benjamin qui va nous la présenter. Benjamin J'ai fait exprès. Fumier de lapin. C'est effectivement une série DC Comics qui est donc une série après Convergence. Donc c'est une série qui est écrite par Tom King, qui a la particularité d'être un ancien agent de la CIA. Donc ça c'est assez rigolo. C'est vrai ce mensonge? Non, c'est vrai. Et un truc moins bien, il a coécrit Grayson, la série de DC, mais bon, on peut pas être parfait. Hein, mais bon, agent de la CIA, c'est badass quand même. Le mec peut te tuer avec un stylo. Et les dessins. Aussi, on peut T'as faire pas ça. besoin d'être Tu d'ACIA crois pour ça. Arrêtez. Dessin Barnaby Bagenda ou Bagenda, je sais pas trop. Ouais, c'est un peu Bagenda. Qui lui a bossé sur une série qui s'appelle A1 que je ne connais pas et qui aussi est assez présent sur internet, sur DeviantArt ou Tumblr. Donc j'ai l'impression que c'est un jeune dessinateur, enfin en tout cas jeune dans le métier professionnel. Non, tu peux être sur Tumblr et compagnie et juste. Non, mais parce que en fait j'ai pas trouvé grand chose sur lui.
À part des trucs entre guillemets amateurs, tu vois, c'est pas Ouais, pour moi ouais. avoir un Tumblr, c'est pas hyper professionnel, mais ça empêche pas. Non mais Bien ça Oh là empêche là. pas. Arrêtez de bâcher. On peut se concentrer. Hein. Donc, The Omega Man. Ça se passe, donc en fait on touche un peu du doigt la mythologie de Green Lantern parce que ça se passe dans l'espace. Le système Vega. Le système Vega qui en fait a la particularité d'être le seul système de l'univers où les... qui a la particularité d'être le seul système de l'univers où les Green Lanterns n'ont pas autorité. Donc c'est un peu la zone, c'est un peu le bordel. Zone de non-droit. Exactement. Donc dans le système Vega, comme je le disais, il y a un espèce d'empire, un peu comme dans Star Wars, qui est méchant, qui s'appelle la Citadelle, et qui met un peu tout le monde à genoux, c'est-à-dire que c'est composé de plusieurs planètes qui dépendent tous de cette Citadelle, qui sont un peu les méchants de l'histoire. Qui donc on les découvre parce que ils envoient des hommes, enfin des soldats, chercher donc les Omega Men en disant où sont les Omega Men, où sont ceux qui ont tué Kyle Rayner. Kyle Rayner, c'est Green Lantern ou White Lantern parce qu'il a eu plusieurs couleurs. Il est assez célèbre dans cet univers-là. Donc ceux qui le connaissent comprennent tout de suite. Donc ils le recherchent. Donc on comprend que ce sont des hors-la-loi. On les découvre, grosse baston. Eux de leur côté, donc pendant qu'ils mènent cette bataille, se disent entre eux qu'ils doivent retrouver la bombe entre guillemets. Donc on suit cette aventure, cette espèce de chasse à l'homme. Et à la fin de la première issue, on se rend compte que la bombe est une personne et que cette personne est Kyle Rayner qui est censé être mort. Voilà, je m'arrête là. Ça aurait pu être une bonne intrigue en disant oh putain il est pas mort, c'est Green Lantern. Mais en fait non. Pourquoi ? Parce que ça va un peu nulle part. Je pensais que ça serait un truc assez cool. Je le dis honnêtement quand j'ai choisi ce titre parce que la couve me faisait penser, bon pas les couves officielles qui sont assez cool, j'y reviendrai, mais une couve alternative où on voyait toute l'équipe dessinée assez badassement. Ils m'ont vraiment fait penser aux Guardians of the Galaxy parce que c'est un peu, on va dire que c'est un peu, enfin, ce que je pensais être les Guardians de chez DC, genre des créatures de différentes races, un peu recherchées, enfin des hors-la-loi. Alliés pour la justice. Voilà, alliés pour la justice ou en tout cas pour un intérêt commun, etc. Donc c'est ça qui m'a séduit au départ et en fait au fil des pages je me suis rendu compte que c'était l'idée je pense, mais qu'en fait c'était absolument pas le même résultat, la même recette, mais pas du tout le même goût du plat à la fin. Parce que c'est un peu chiant, il se passe rien, on voit pas trop où vont les gars, on sait qu'ils ont un but commun, on suit un peu leur péripéties, ils combattent la citadelle, ils ont des missions, ils doivent sauver quelqu'un, il y a des espèces de mini twists où en fait c'est censé être un truc de ouf et en fait non. Voilà, en gros je sais pas trop où ça va. Et ça m'a beaucoup déçu parce que je m'attendais à un truc, une espèce de team un peu cool, qui fait des blagues, qui sont badass, etc. Mais Charismatique. Charismatique. Mais en fait, c'est hyper plat. Et j'avais quand même, comme d'habitude, l'espoir que les dessins sauvent le coup. C'est pas mal. Franchement, les dessins sont agréables, mais il y a rien de très particulier, il y a rien de ouf, il y a pas une planche qui m'a complètement retourné où je me suis dit putain ouais. Il y a les couves qui sont bien, qui sont pas faites par la même personne. Je n'ai pas noté l'artiste de découverture, mais elles sont assez cool. Elles sont un peu concept, un peu minimaliste. Donc voilà, donc je suis très très déçu par cette série. Je sais pas trop où ça va aller, mais je ne sais pas puisque je ne lirai pas. Je te pose une question, Ben, parce que je sais que tu lis pas mal de publications de chez DC. Est-ce que tu peux me dire si cette série est véritablement en lien avec d'autres séries DC, dont les Green, White, Red Alors, Purple ce que Lanterns. je n'ai pas dit, c'est que donc j'ai dit que c'était après Convergence. En fait, c'est un reboot dans le sens où The Omega Men, c'est une série des années 80, Ouais. 90, donc C'est pas une nouvelle série avec des nouveaux personnages. non, ce en fait, sont- c'est aussi pour ça que je pensais que c'était comme Guardians, parce qu'effectivement, c'est un peu une team sortie des fonds de tiroir poussiéreux. On va la remettre au goût du jour, vu qu'il y a eu Convergence, il y a eu le bordel, maintenant on peut tout se permettre. Oui, donc Convergence, c'est cet Peut-être- event qui voilà. annulait tous les anciens mondes de New 52 Exactement. pour en créer un nouveau. Peut-être qu'un fan des Omega Men, d'ailleurs, sur Twitter ou Facebook, si vous êtes fan et que vous avez trouvé ça bien parce que vous avez le background, ça m'intéresse. Peut-être qu'un fan te dira que c'est bien et que c'est réussi, mais j'y crois pas. D'ailleurs, je suis pas le seul à pas y croire parce que c'est une série qui a failli être annulée. Ça faisait partie d'un espèce de batch de séries annulées pour la fin de l'année. Et en fait, finalement, ça a été sauvé par les fans. Donc, ça a été annulé parce que c'est pas top, mais il y a des fans qui veulent le sauver et c'est sauvé. Donc, je sais pas trop, une espèce de gloubi-boulga. Voilà. D'accord. Zef, quel est ton avis sur The Omega Man? Alors en fait c'est une série que j'avais commencé à lire à la sortie et j'ai arrêté en fait, donc ça veut tout dire.
En fait, c'est un peu comme Ben, j'étais assez hypé par la nouveauté du truc, la couve de base, pas les alternatives, mais le côté minimaliste en fait était super attirant. Il y avait un côté, je me demandais vraiment ce que c'était, je connaissais pas du tout. J'ai lu les 2 premiers, je crois, à la base, et j'ai juste pas été hypé du tout par l'histoire. C'est dommage parce qu'il y a des personnages qui sont super intéressants dans l'idée, mais Felindra. je pense que le truc c'est que on s'attend peut-être trop à une série qui va démarrer tout de suite sur le chapeau de roue avec un putain d'arc et tout, alors que c'est peut-être juste une nouvelle série qui a besoin d'avoir des petites histoires au jour le jour pour se lancer dans un truc, pour donner une petite cohésion, une petite je sais pas. justement il y a pas historique aux gens en fait, et ensuite commencer à balancer un arc. Mais malheureusement je pense que dans l'état actuel des choses, où t'as trop de séries à lire tous les mois, où t'as beaucoup de choses qui sortent machin, et c'est un truc te hype pas dès le premier, tu vas peut-être lâcher trop vite. Moi j'ai pas pu s'accrocher que ça. Les dessins sont cool, mais sans plus. Vraiment ça m'a pas pu s'accrocher quoi. Non. D'accord. Lucille, enfin, pour conclure ces revues. Mon avis ne sera pas forcément plus positif puisque déjà j'ai pas capté grand chose effectivement. Maintenant je viens de comprendre qu'effectivement ça a un lien avec Green Lantern, donc ne lisant pas du tout Green Lantern, je n'ai pas compris qui était ce type, pourquoi c'était si important, puisqu'en fait du coup, donc nous je rappelle, on doit lire les 3 premiers issues, et en fait dans les 3 premiers issues, à chaque fois qu'ils introduisent un concept ou un personnage, ils ne te disent jamais qui c'est, ils te disent jamais ce que c'est. Non, ils préfèrent te balader sur une page et demie de gens qui parlent et qui se touchent sur des trucs que tu comprends pas. C'est atroce, c'est affreux. Ce truc n'est pas du tout fait pour les gens qui n'ont pas le background derrière. Donc ce qui fait que je me suis un peu fait chier. Par contre, je trouve ça très joli. En fait, je trouve, je t'interromps, c'est un peu contre-productif. Par exemple, Marvel, ils ont fait leur reboot All New Marvel Now il y a 2 ans, je crois. Là, ils ont fait un nouveau. DC a fait Convergence pour rebooter New 52. On prend une série au numéro 1 qui se passe juste après et on comprend rien. Je sais pas, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'un fan de... Parce que bon, moi je suis fan de Green Lantern, mais ça fait très longtemps que j'ai pas lu, donc il y a eu beaucoup de rebondissements, notamment Kyle Rayner qui était le Green Lantern actuel, qui a été remplacé par Hal Jordan et qui est devenu White Lantern. C'est genre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mélangées. Enfin, c'est un énorme bordel. Green Lantern, c'est vraiment très dense. Voilà. Très je sais juste que c'est lié. Je pense pas que ça s'appuie beaucoup dessus, mais à mon avis, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est, on sort une vieille série, on la dépoussière et on voit ce que ça donne. Et... En fait, j'avais l'impression que c'est un truc qui sortait des années 70, quoi. C'est 80. Mais après, pour dire ce que je disais, New 52, en fait, si tu reprenais au premier numéro de certaines séries, tu comprenais vraiment pas tout. Il y avait des trucs qui étaient vraiment, je sais pas, le premier Batman de Snyder, les premiers numéros, tu comprenais pas forcément ce qui s'était passé avant, et il en faisait beaucoup de références, en fait. Donc c'est pas vrai. Après, je pense que une mise à plat absolue. Le problème, c'est pas de pas avoir le background. Le problème, c'est pas de pas avoir le background, c'est de pas comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que voilà, pour lier ce que disait Lucie Lesève, c'est en fait on t'explique pas ce qui se passe maintenant. On t'explique pas genre ils sont en train de faire ça, ils viennent de là, machin. On n'est pas obligé d'expliquer ce qui s'est passé dans les séries d'avant. Oui. C'est juste qu'on même l'instant présent on comprend pas. Et ce que je voulais rajouter tout à l'heure, dans la série. Voilà. Et ce qui rajoute à la confusion et au fait que c'est obscur, c'est j'ai l'impression qu'ils ont tenté un truc au niveau écriture, c'est que t'as certaines créatures, donc c'est des extraterrestres évidemment, qui parlent en mode je sais, genre écriture cunéiforme un peu, genre ils parlent en hiéroglyphe alien, et de temps en temps t'as un nom propre qui pop dans notre langue à nous, et du coup t'as l'impression qu'avec leur gestuelle et la façon dont ils s'expriment et tout ça, tu vas comprendre ce qu'ils disent, mais en fait non, t'es un peu perdu, tu dis mais pourquoi ils parlent de ça, ils répètent 20 fois les mêmes mots, on comprend pas, machin, c'est très bizarre. D'accord. Ça m'a fait penser à un vieux Superman dont j'ai oublié le nom, des années 70 que j'avais lu et qui visuellement était vraiment super ouf et dont toute l'histoire était en fait inscrite dans des petites cases qui racontaient quelque chose mais sans t'expliquer vraiment. Et ça m'a fait penser un petit peu à ça parce qu'effectivement ils posent vraiment un univers qui du coup est vachement intéressant. Genre c'est quoi les Omega Men, parce que moi au bout de 3 issues j'ai toujours pas compris, mais du coup est-ce qu'ils sont gentils, est-ce qu'ils sont méchants, ça m'intéresserait un petit peu. C'est ça le problème, c'est que du coup ça ouvre plein de trucs très bien, mais au niveau de la narration c'est difficilement accessible par quelqu'un qui part de zéro. C'est un choix narratif. Par contre, c'est peut-être pas forcément une bonne solution, effectivement, si tu viens de te taper un Convergence et que tu as tout pété pour essayer justement de faire rentrer peut-être aussi de nouveaux lecteurs. Voilà, c'est ça. Donc voilà, après c'est clairement un choix narratif. Là, ça n'a pas marché sur une nouvelle lectrice. Merci pour ces revues. Donc voilà, vous retrouvez des informations sur les revues sur le site de Radio Kawa dans la culture et j'ai oublié le deuxième truc. Culture. On se retrouve juste après cette passe de pub. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film. Je me demande bien comment ils peuvent faire ça.
Eh dis donc Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y a plus de péloche, y a tout sur le Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions et des super invités Giboite. Oh là là, et Maël, où est-ce qu'on peut entendre ça? Une fois par mois sur Radio Kawa Giboite. Allez Marcel, au studio. Il y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel. Présenté par Maël et Giboite. Une fois par mois. Sur Radio Kawa. De retour dans Comics Outcast, 31e épisode, toujours en compagnie de mes 3 chroniqueurs et de Thomas Livry, qu'on retrouvera un peu plus tard dans l'émission. On va passer on va passer aux découvertes. On va parler de la série de Bill Willingham. Il s'agit de Fables. Non, t'as le droit de dire Fable. Fables. T'as le droit de dire Je vais Fable. dire Fable. Je vais dire Fable, et même si y en a qui disent qu'il faut choisir. Si, elle est bien. Bref, donc Fable, c'est une... Oh putain, oui, je valide complètement. C'est les pubs de Noël. C'est vrai. Donc au scénar, tu l'as dit, c'est Bill Willingham. Je vais continuer même si on parlait à moi. Au dessin, alors sur toute la série, il y a beaucoup trop de dessinateurs. Enfin, je dis trop parce que parfois il y en a qui sont vraiment dégueulasses. Il y a Ian Melinda, Mark Buckingham, pour Craig Hamilton. Je vais pas tout citer, mais je crois qu'il y en a 6 ou 7 de mémoire. Date de sortie, c'est sorti en 2002. Alors je crois que ça s'est arrêté cet été. En juillet 2015, il y a 150 issues qui sont sortis. Dans l'histoire principale. Ouais. Je parlerai détailler des spin-offs après. Il y en a une chier aussi. Les séries dérivées. Donc je vais faire mon plan rapidement. Je vais parler de l'histoire, un petit peu de l'ambiance, des spin-offs et des différentes récompenses qu'il y a pu avoir, mais ce sera rapide pour la fin. Donc grosso modo, l'histoire de Fable. On va parler donc des fables. Donc c'est exactement ça. En fait, on va parler de tous les héros et des habitants des différents contes connus. Donc des contes de Perrault, des contes de Grimm, tout ce qu'on peut connaître. Vraiment de l'ancienne, donc comme Blanche-Neige, les 3 petits cochons, Barbe Bleue, Cendrillon, etc., qui vivaient dans leur propre monde, qu'ils appellent les Homelands, et qui ont dû fuir il y a quelques années de ce monde pour venir s'installer en fait dans notre monde à nous, donc à New York, de façon complètement anonyme. Anonyme envers les humains parce que eux ne savent pas qu'ils existent en fait, et donc ils forment une communauté clandestine dans un quartier de New York qu'ils nomment Fabletown. Alors, ils vivent là, c'est du moins pour les personnages qui sont capables de vivre en société humaine. C'est-à-dire que les personnages qui ressemblent à des humains, tout ce qui est animaux qui parlent, tout ce qui est géants et autres trucs un peu farfelus, eux, ils sont obligés de vivre à la ferme. J'en parlerai un peu plus tard, mais c'est important de le savoir. Donc, on y croise vraiment tous les personnages, qu'ils soient bons ou mauvais. Qu'ils aient été bons ou mauvais, du moins dans leur monde avant, c'est-à-dire dans les fables. Par exemple, en fait, on a donc le grand méchant loup qui était méchant à l'époque, qui a été amnistié en fait, qui a été pardonné. Donc parce que lorsqu'ils sont venus dans ce nouveau monde, il y a eu une amnistie générale parce que il y avait une espèce de concentration, ils devaient tous s'entraider pour pouvoir vivre à travers une menace commune qui les a tous unis. Donc il y a eu un truc comme ça. Donc finalement, ils sont tous plus ou moins pardonnés, mais il y a des vieilles rancœurs qui persistent. Je renvoie régulièrement Colin, donc il y a un des 3 petits cochons qui va reprocher au grand méchant loup d'avoir détruit sa maison avant ou d'avoir été méchant et ainsi de suite. Donc il y a tout un côté background qui est quand même présent, qu'on va découvrir au fur et à mesure des histoires, et qui est très importante. Je vais me permettre de parler du premier tome, beaucoup, et un peu du second, en spoilant un peu. Après tout, il a plus de 10 ans aujourd'hui, on va pas trop m'en vouloir, pour me lancer un peu au niveau de l'ambiance du comics en général. Donc au niveau de l'ambiance, avant de lire ça, il faut se rendre compte que ça vient de chez DC et que c'est édité sous le label Vertigo. Donc pour rappel, Vertigo, c'est la branche adulte de chez DC en fait. Adulte, non pas parce que c'est interdit aux moins de 18 ans dans le sens sexe, mais parce qu'on y traite souvent des sujets qui sont un peu crus, un peu violents et parfois un peu limites en termes justement de sexe ou de violence. Donc il faut clairement avoir ça à l'idée et s'éloigner complètement de l'idée de Disney qu'on peut avoir lorsqu'on parle de Fable ou de Blanche-Neige ou de ce genre de choses, parce qu'on est vraiment proche des contes des frères Grimm plutôt que de Disney. Donc tous les pin traders, c'est bon, vous pouvez arrêter. Ouais, on peut arrêter là. J'aimerais bien un beau pins de Blanche-Neige. Donc dans le premier tome en fait, qui est le premier arc de la série, qui doit faire 5 ou 6 numéros,
On rencontre à peu près tous les protagonistes généraux qu'on va rencontrer régulièrement dans les arcs suivants, et notamment on rencontre Big B. Donc Big B, c'est le Big Bad Wolf. Donc c'est le grand méchant loup qui est devenu le shérif de Fabletown, qui a été pardonné, qui est devenu un mec un peu ultra badass, un investigateur de ouf. Donc il a perdu son apparence. C'est pas félin, c'est comment on dit, vulvine. Lupine, ouais, complètement. Ouais. Bah, je crois que c'est Quicks qui en avait parlé une fois dans un truc de Comics Outcast, justement, où il était là, et il disait qu'il avait une ressemblance avec Wolverine. C'était un épisode spécial, bref, je reviendrai plus tard. Mais effectivement, c'est un truc qu'on revoit plus vers le jeu vidéo en fait de Telltale, mais j'y viendrai un peu plus tard. Donc dans le premier tome, on rencontre donc Big B, qui est effectivement le shérif de Fabletown. Il a un très bon charisme, un très bon instinct, il a toujours une clope à la bouche parce qu'il veut s'enfumer un peu les narines pour pas sentir les odeurs du monde autour de lui, et il va en fait mener une enquête sur le meurtre de la sœur de Blanche-Neige, donc qui est Rose Rouge, enfin Red Rose. Et donc dans le premier tome, en fait, on a vraiment une présentation de tout le monde. On a une présentation de tous les personnages, des interactions entre eux. On apprend que Blanche-Neige a été divorcée du prince charmant, et ainsi de suite. Donc il y a plein de petits trucs. Mais le rêve est brisé dès le début. Il y a plein de petites choses qui font que, enfin, le prince charmant est un enculé, quoi, de base. Genre le gars, il va coucher avec quelqu'un juste pour pouvoir loger pendant une nuit. Il va se barrer le lendemain. Il y a plein de trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je parle d'un truc très adulte. Donc on résout cette enquête-là, on arrive à la fin du premier tome qui pourrait être presque un stand-alone finalement, et lorsqu'on passe sur le second tome, c'est pour ça que j'avais demandé à mes coworkers ici de lire au moins le second tome, on prend une claque. On prend une petite claque dans la gueule parce que on va passer sur le côté de la ferme de Fabletown, donc qui se trouve très loin de la ville, où là il y a tous les animaux qui parlent, il y a des géants qui dorment dans les collines et ainsi de suite. Et on se retrouve avec quasi, je crois que c'est au deuxième épisode du deuxième tome, où il y a un personnage qui meurt, mais qui meurt très salement, genre décapité sur la place publique. C'est vraiment très violent, c'est très sale, et on se dit ok, mais c'est plus ce que je disais avant du tout en fait, et non, c'est plus du tout ça. C'est vraiment, on passe sur un truc qui est violent, qui est adulte, qui est politisé, qui est pensé vraiment de façon presque à long terme, parce qu'il y a des petits détails qu'on va retrouver dans le premier tome, le deuxième tome, qui vont se répercuter plus tard, vraiment plus tard. Et du coup, c'est un truc c'est une série qui a été pensée vraiment sur le long terme. Au final, j'ai perdu ma phrase, mais c'est pas grave. Fab, voilà, c'est pas Disney. Il y a le monde qui évolue, mais qui évolue de façon drastique. Genre, c'est vraiment des personnages qui vont changer, qui vont mourir. Il va avoir des naissances, il va avoir des choses, et en final, en 6 ou 7 tomes, on se rend compte que ce qu'on connaissait du premier n'a plus rien à voir. Il y a des guerres civiles, il y a des trucs qui sont vraiment très violents, et qui font que c'est une série qui avance très 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 rapidement, contrairement à d'autres séries comme Walking Dead par exemple, qui peut traîner en longueur sur certains tomes. Mais du coup, il y a des flash forward ou backward justement pour avancer aussi rapidement, ou c'est non, c'est la continuité actuelle en fait. D'accord. C'est-à-dire que c'est je vais pas spoiler, mais c'est dire voilà, à la fin du deuxième tome, on a une personne qui va reprendre en main la ferme, qui va faire en sorte que ça se passe différemment, il y a des nouvelles lois qui vont arriver, le roi actuel en place à Fabletown va changer dans le tome 3 ou 4, il y a plein de trucs qui vont, mais de façon vraiment très intéressante en fait. C'est pas juste pour dire ok ça a changé, c'est toute l'intrigue est basée sur ça en fait, sur l'évolution, pas d'un seul personnage, parce qu'on va pas suivre que Big B ou que Blanche-Neige, bien que ce soit des protagonistes principaux, mais on va vraiment suivre toute la communauté ensemble. Et on va aussi avoir des phases de flashback qui se passaient dans les Homelands, où on va comprendre plus ou moins différemment, petit à petit, on va avoir des petits indices, des petits trucs qui vont s'enchaîner, comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi ils ont dû partir, pourquoi ils ont dû fuir, parce que ça a vraiment été une fuite. Quel personnage a peut-être trahi à ce moment-là et est passé quand même dans le monde des humains et qui continue à trahir aujourd'hui. Donc tu as vraiment toute une profondeur de la série qui est là, qui est présente, et qui fait que c'est un truc à enchaîner, à bouffer les comics à la chaîne aujourd'hui, quoi. Moi, je sais qu'à un moment, j'en achetais un par semaine, quasi un tome par semaine dans ma crèmerie, pour dire ok, putain, il faut que je sache ce qui se passe derrière, quoi. Et c'est vraiment très prenant. Donc l'histoire est cohérente de bout en bout, et Big B est un putain de badass de ouf. Je le kiffe de malade, tout ce truc. En termes de spin-off, on a parlé donc au début, beaucoup de spin-off. Je vais en parler 2 ou 3. Non, pas trop, parce que je les ai pas tous lus, donc je peux pas dire. Je sais qu'il y a Jack of Fables qui est plutôt bien.
C'est une bonne série dérivée. Donc ça se concentre sur c'est Jacques et le Haricot Magique. Haricot Magique. Donc le personnage qui a vendu ces putains de haricots de merde, qui est assez bien. Il y a les 1001 nuits, 1001 Nights of Snowfalls. Je le dis pas en anglais parce que j'ai un accent de merde, mais Clairement. qui est une espèce de préquel, qui est une préquelle en fait avec Blanche-Neige qui revisite un petit peu les contes des 1001 nuits. C'est assez marrant à lire. Et c'est original, je ça. finirai sur le jeu de Telltales, donc Wolf Among Us, qui est un vrai chef-d'œuvre par rapport, alors pas en termes de vidéo ludique, c'est pas forcément le meilleur jeu de l'année, mais pour se rapprocher de la fantasy de Fable, c'est un chef-d'œuvre. Les gars de Telltale ont complètement compris l'histoire, ils se sont appropriés le monde, et ils ont fait une préquelle vraiment au tome 1 qui est présente, qui se répercute bien sur le monde, qui est intéressante. Ils expliquent plein de choses qui auraient pu être expliquées dans le tome 10. C'est vraiment très intéressant. Et c'est fidèle. Et c'est extrêmement fidèle. On y incarne, donc, on en a parlé plusieurs fois, mais pour rappeler rapidement, on y incarne donc Bigby, le shérif, qui a affaire à un meurtre et qui va essayer d'enquêter en 5 épisodes là-dessus. Et on découvre des personnages qui n'ont jamais été visités dans Fable. On découvre des méchants qui sont très intéressants, qui sont bien construits. On trouve des personnages qui sont dans Fable aujourd'hui, qui sont encore bien écrits et qui sont complètement dans la logique du comics. Blanche-Neige est complètement baisable et le reste est très très bon. Mais même dans le Disney, elle était baisable. Ah non, mais là, elle dans l'est Disney, elle avait genre J'ai une 14 question. ans. Pas cette conversation, s'il vous plaît. J'ai une question. Benjamin, J'ai vu qu'il y avait un spin-off. La meuf se touche, pardon. Mais mon truc s'est débranché. putain, Mon micro s'est Benjamin. débranché. j'ai vu qu'il y avait un spin-off Fables Wolf Among Us aussi. Le Ouais, en comics, comics. D'accord, Ouais, oui, c'est en possible. comics. J'ai pas D'accord, d'accord, c'est mais vrai. je sais pas si Mais ça donc a ça veut rapport dire avec que le au jeu. niveau de la timeline, si tu dis que le jeu se passe avant, Juste avant le tome 1, ouais. d'accord. Et donc du coup là, celui-là, ça serait. Je sais pas. Ok, on sait J'ai pas lu le truc du tout. D'accord, Donc, ok. je vois, c'est à voir. Ok. Mais pour le coup, le truc intéressant. Je précise un petit truc au niveau des morts des personnages parce que c'est un truc qui m'avait choqué dans le premier épisode justement du jeu vidéo. Les personnages en fait sont quasi immortels. Oui, C'est-à-dire qu'ils ils ont peuvent vécu même des prendre une centaines balle d'années, dans le crâne. Si ce sont des personnages qui sont très importants pour l'opinion publique, pour les humains, ce sont des personnages qui sont aimés, qui sont réédités souvent, dont on parle régulièrement, dont on refait l'histoire avec Disney, avec ce genre de choses. C'est des personnages qui sont quasi immortels. C'est-à-dire que les personnages qui deviennent oubliés deviennent de plus en plus mortels, et si effectivement on leur coupe la tête comme Highlander, ils peuvent mourir vraiment à ce moment-là. Donc Il y a un vrai concept là-dessus aussi qui est vulnérabilité intéressant. sur la croyance en fait. Sur la croyance. D'accord. Ouais. C'est super intéressant parce qu'effectivement, il y a des personnages importants qui prennent des coups ultra violents, qui s'en remettent, qui meurent pas alors qu'ils auraient dû vraiment crever là-dessus, et qui vont mettre 6 mois, 7 mois à s'en remettre en chaise roulante, en truc. Il y a vraiment des trucs, mais ça fait partie de l'intrigue complètement du début à la fin, et c'est intéressant parce que ça amène tout effectivement un concept dans la façon de tuer, parce que même les personnages entre eux se disent putain, si on veut buter ce mec là, ça va être très difficile parce qu'il est beaucoup aimé du public en fait, et donc t'as toute une espèce de méta qui se met en place aussi au niveau des personnages entre eux. Mais c'est paradoxal parce que si j'ai bien compris, ils se cachent dans notre monde et du coup ils sont pas censés interagir avec nous. Non. Du coup, leur cote, elle change jamais vraiment. C'est des trucs, c'est des trues de la culture populaire. Oui. Donc en gros, c'est le mec, il a tel statut dans la culture populaire. Du coup, il est plus balèze à tuer que. Alors, il est plus balèze à tuer, mais ça veut pas dire que dans Fabletown, il a un meilleur statut. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, pour faire un rapide détail là-dessus, on a La Belle et la Bête qui sont pauvres. Ouais, parce qu'ils ont dû, quand ils sont partis de leur monde, ils ont dû laisser toutes leurs richesses. Je crois que c'est Cendrillon, je crois, qui est riche comme pas possible, qui essaye de se faire avoir par le prince charmant parce que lui il a plus une thune parce qu'elle a divorcé de Blanche-Neige, qu'il a payé un divorce. Il y a tout un truc là-dessus qui est super intéressant et qui va aussi amener toute la politique de Fabletown en fait, parce que pour se faire élire il faut faire une campagne, pour avoir une campagne il faut avoir du fric, et puis il y a tout un truc là-dessus qui est basé. Lucille, tu veux intervenir? Non, mais c'est un peu agressif comme façon de me passer. Non, mais est-ce que tu voulais commenter sur... Je peux apporter mon grain de sel à la conversation. Apporte donc ton grain de sel à la conversation. Donc oui, Fable, c'est un comics, oui, très chouette présentation. Parce que du coup, c'est un comics que j'ai lu il y a très longtemps quand j'ai commencé à lire des comics. Et du coup, ça m'a fait plaisir de me replonger dedans pour l'occasion.
Et effectivement, c'est un comics qui est très intéressant au niveau de l'exploitation de l'univers des contes et légendes. Et c'est d'autant plus flagrant maintenant qu'on a pu potentiellement voir au moins un épisode de cette série toute mièvre qui s'appelle Once Upon a Time. J'allais en Et parler. qui reprend exactement le même principe, là, puisque c'est Merdique, quoi. pas en Oh, merdique, c'est pas en complètement bisounours. En ABC, C'est surtout. 100% Disney, donc personne peut vraiment mourir, les méchants sont pas vraiment méchants, etc. Enfin, bon, là effectivement dans Fable c'est pas du tout le cas, les méchants sont pas forcément ceux qu'on croit, mais ils peuvent être vraiment très agressifs, effectivement, la mort, la maladie, la rancœur, etc., la famille, tout passe dans Fable et c'est vraiment quelque chose de très chouette à lire, je le conseille vraiment. Surtout si par exemple justement vous vous êtes mis au comics il n'y a pas très longtemps et que vous avez envie de passer à autre chose que des super-héros, c'est typiquement le genre de titre qui est très intéressant parce que donc vous avez il y a combien de tomes, je sais plus, 8 ou 9 Les tomes, il y en a 20 et quelques. voilà, bon, il y a une vingtaine de d'issues, tomes, 150. à chaque fois d'à peu près 6 chapitres et tous les tomes sont complètement différents. Comme disait Zef tout à l'heure, vous allez avoir une enquête, vous allez avoir un truc politique, des fois vous allez avoir le comics, il va proposer ses propres contes en fait à partir de justement plusieurs éléments à droite à gauche. Il va proposer un vrai... et même dans les histoires, on va dire, du monde réel qu'il raconte, il y a toujours la dimension un petit peu, comment on dit, la dimension un peu morale que peuvent avoir les contes de fées, même si la morale n'est pas toujours bonne, et c'est l'avantage de Fable, c'est que du coup on ne sait pas du tout bisounours, il y a vraiment une construction narrative qui est très sympa. En fait, c'est là où on retrouve vraiment les contes de Grimm de l'époque, c'est que la Oui. morale est pas forcément très bonne. C'est que parfois c'est juste dire la vie c'est de la merde C'est et ça. puis il faut faire avec quoi, c'est tout quoi. Ouais. En plus du coup, si on aime bien les contes de fées, il y a c'est du fan service total puisque clair, effectivement tu pousses une page, Ouais. oh bah tiens ça c'est un animal des musiciens de Brême, oh bah putain mais c'est la Belle au bois dormant en fait cette meuf. En gros, Et ça va voilà. du magicien d'Oz à... Il y a tout qui passe. Il y a Ah, tout, il y a les Aladdin, Disney, il y a voilà. il y a- tout. ouais. Ça explore quand même pas mal de choses. Et donc tous les contes européens. En fait, très c'est tout ce qui est connus, tombé dans le droit Même commun public, en fait, ouais. Ouais. dans le droit public. Ouais. Thomas, Moi, belle présentation. Je suis super content d'être tombé là-dessus. Moi, c'est simple, c'est un des comics avec lesquels je vais être enterré. C'est vraiment, je suis amoureux de cette série de ouf. Je trouve, comme tu dis, c'est super bien écrit, même dans la longueur. Pareil, quand j'ai commencé, j'ai jamais pu m'arrêter parce qu'à chaque fois, ils te présentent des nouveaux personnages, des Ouais, nouveaux complètement. univers. L'intrigue est folle. Ça peut être politique, diplomatique. T'as des guerres civiles, comme tu disais, des traits, moi, j'aime beaucoup le trait du dessinateur principal qui s'appelle Mark Buckingham. Ouais. Et je voulais juste rajouter ma petite touche geekart pendant que j'y suis, parce que je suis aussi fou des couvertures. C'est un illustrateur qui s'appelle James Jean. qui Oh bosse là là, beaucoup je dans- l'aime, je oui, l'aime. mais du coup, j'ai Dans- coupé la présentation avant, mais effectivement les récompenses. Mais vas-y. Non, mais enfin, tu me compléteras. Je dis juste, c'est un artiste qui est un peu contemporain. Enfin, Il est un ouf. peu. Il n'est pas habitué à bosser beaucoup dans le comics, non, je me trompe. C'est un peintre à la base. C'est un peintre qui fait des couvertures juste. Elles sont à parfaites, c'est mourir, oufissime. quoi. Ouais. Et donc Bah, voilà. je crois qu'il a eu 6 ou 7 récompenses Ouais. pour les couvertures des Awards au fur et à mesure. Je crois que la série a eu plus de 14 récompenses en tout sur l'année. Quoi. Pas sur 13 ans, toutes les ouais. années qu'il y a eu. Donc c'est monstrueux quoi. C'est exceptionnel. Merci pour cette présentation. Donc c'est chez qui? C'est chez Vertigo, c'est ça? Vertigo, dans DC Comics, Vertigo, et voilà. Pour le coup, c'est marrant parce que tu disais que tu avais enchaîné les trucs, mais j'ai un pote qui lit très peu de comics, qui aime pas du tout ça. Il lit juste The Walking Dead, et quand je lui ai parlé de Fable, je lui ai dit vas-y lis, tu verras et tout. C'était peut-être il y a un an, et il me dit ouais je verrai machin et tout. Je crois que je lui ai passé le premier tome. Il me l'a rendu genre une semaine après en disant putain je suis à jour, c'est ouf. Et je suis putain mais une semaine t'as tout rattrapé. Il me fait ouais j'ai tout pris, j'ai tout téléchargé, tout regardé et tout. Et Téléchargé il a tout. Oui sur iTunes machin tu sais. Ouais, d'accord. Téléchargé payant. Mixology. Donc merci pour cette présentation. Donc c'est chez Vertigo, vous pouvez les choper en français aussi, non? Je suis Urban. Oui complètement. Ouais, je suis Urban. j'ai lu en français. Bah, c'est parfait. On va passer à la dernière partie, juste après cette dernière page de pub. La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, 4 chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapar. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans l'Agapar sur Radio Kawa.
De retour dans... De retour dans la dernière partie, je sais pas ce qui vient de se passer là, Joe vient de lancer des choses. Pourquoi Superman? Ah oui, parce que d'accord. De retour dans la dernière partie de Comics Cast 31e épisode. Avec nous, nos 3 chroniqueurs, Joe en réalisation, et toujours notre invité qui attend depuis tout à l'heure. Qui a donné son avis. Nos questions, et qui a donné son avis sur sa collection personnelle. Lui, il a donné son avis. Un écoto. Ouais, non, c'est pas grave. Non, mais les gens ne savent pas ce qui se passe dans ce studio. Ça me rappelle une émission spéciale sur Avenger où je devais parler et j'ai jamais parlé. Ah non, mais ça arrive. Là, maintenant, je sais ce que t'as ressenti, mec. Merci. Sans commentaire. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Les gens ne sauront pas ce qui se passe. Non, mais ça restera dans nos collections personnelles. Thomas, merci d'être avec nous cet après-midi. Je sais pas aujourd'hui. Oh là là. C'est l'après-midi du matin. C'est ça, avec un peu d'alcool dans le sang. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui. Merci. Ah pardon. C'était la meilleure présentation. Je suis Thomas Olivry, je suis le créateur de geekart.net. Donc c'est un blog sur lequel je pose depuis 5 ans maintenant sur l'art inspiré par la pop culture au sens large. Illustration, graphisme, photo. Et j'ai commencé ça avec mes petits doigts boudinés sur un tout petit blog. Et là, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. C'est plutôt cool parce que j'ai sorti 2 bouquins. Ouais. Donc 2 anthologies d'art inspirées par la pop culture, dont un qui a été traduit aux US. Ça, c'est plutôt cool. Et récemment, je me suis associé avec une galerie en ligne qui s'appelle French Paper Art Club. Et ensemble, on a ouvert une galerie, une vraie, dédiée entièrement à la pop culture à Paris. D'ailleurs, on a pu faire un reportage avec toi qu'on a publié sur le site. Donc je vous invite à regarder le lien que je vous mettrai sur la page de l'émission pour écouter cette petite interview par rapport à l'exposition qui a eu lieu au début du mois d'octobre, fin septembre, début octobre. L'exposition, pas l'expédition. J'ai dit que... Ok. On a tous envoyé du courrier, c'était trop bien. C'est ça. Je suis galériste en expédition. Ne vous moquez pas de ma façon de parler. Du coup, d'où vient cette passion pour déjà, le graphisme autour de tout ce qui est un peu geek, donc naturellement les comics, c'est pour ça qu'on t'a invité, mais aussi donc les films, les séries, tout ça vient. D'où ça vient chez moi? Chez toi, oui. Non, mais moi je suis un geek de la première heure. J'ai fait du jeu de rôle, du comics, du jeu vidéo comme tout le monde ici et tellement pas. Et toi, comment? T'as jamais fait de jeu vidéo? C'est nul. Ah si, oui. Non, pas de jeu de rôle. Ok, d'accord. T'as jamais joué à Donjons et Dragons? Non. Ah putain. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'en venant à la capitale de ma banlieue, j'ai fait des études de com, donc j'ai découvert par la force des choses l'illustration, parce que j'ai bossé dans la pub, donc j'ai découvert l'illustration, le graphisme, et très vite je me suis rendu compte que tous ces mecs-là, tous ces artistes, tous ces designers étaient restés des geeks dans leur tête et qu'il y avait toujours un mec pour faire un Dark Vador à droite, un Super Mario à gauche, et je me dis c'est intéressant, il n'y a personne qui en parle. Et c'est venu de là. Donc d'un côté j'ai bouffé de l'illustration pendant des années et des années, et j'ai toujours gardé une passion pour la pop culture, et je me suis dit putain ouais, il y a un truc à faire entre les deux, et à l'époque ça n'existait pas, et voilà. Du coup, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est toi qui fais appel aux artistes, ou est-ce que c'est les artistes qui montrent leur intérêt par rapport au fait qu'il y ait un blog, qu'il y ait un site, qu'il y ait un Tumblr, tout ça, et ils se disent ah mais je vois ce que les autres font, j'ai un peu de talent, ou alors je bidouille dans mon coin et je veux me faire mentionner par toi. Est-ce que dans quel sens ça se passe? Au début c'était dans un sens, c'était moi qui allais chercher. Sur Geekart, je poste sur des coups de cœur en fait, sur des gens je pense qui font du bon boulot ou des trucs qui sont cool. Et donc à la base c'est de la pige, je bouffe du web tout le temps. Mais c'est vrai que ces dernières années, ce qui est cool, c'est que maintenant les gens ont tendance à venir vers moi pour me montrer leur boulot, pour me demander si je peux les poster, qu'est-ce que j'en pense et tout, et ça fait. T'es devenu un patron en fait, une espèce de mécène de la représentation du graphisme un peu indépendant. Non, j'irai pas jusque là, mais à force, moi je suis très fier de la communauté que j'ai réussi à construire autour de ce truc-là. Et donc je suis content parce que ça prouve que à la base c'était une bonne idée, parce que ça parle à tout le monde. Ouais. Parce que je pense que en grandissant tous, on évolue avec notre amour de la pop culture, et je pense que l'art inspiré par la pop culture, ça fait partie de cette évolution. On s'intéresse à des trucs un peu différents. Et qu'est-ce que je voulais dire? La question c'était quoi la question? Est-ce que c'est donc non, je disais, je suis vachement content d'avoir créé cette communauté. On est à 80 000 fans sur Facebook, et les gens se passent des trucs, ils m'écrivent, ils me proposent leur boulot, moi je propose le boulot d'autres, donc il y a vraiment une émulation qui se fait autour de ça, et c'est plutôt cool. Ben? Ouais, j'étais en train de me demander, c'est faux de dire que ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a autant de contributions d'artistes
sur le thème de la pop culture. C'est-à-dire que je pense que ça fait longtemps, enfin ça existe depuis tout le temps, mais j'ai l'impression que ça fait peut-être moins de 10 ans et de façon exponentielle que les mecs se mettent à faire des créas sur la pop culture en disant tiens voilà je vais faire une fausse affiche de film, nanana. Enfin, j'ai l'impression que avant les années 2000, même 2000, enfin un peu avant 2010, c'était pas si courant que ça. Tu veux dire avant que j'arrive? Ouais, c'est ça en fait, c'était ce que je voulais dire. mais Après d'arriver avec ton Skyblog et tout. Blague à part, je pense que t'as raison en fait. Ça fait une dizaine d'années que ça explose ouais, en fait. Ça. Que tu as des galeries aux US qui font ça de plus en plus. Moi je me souviens très bien, il y a 10 ans, c'était la mode du poster minimaliste de film. Moi j'adore toujours. Il y avait le mec qui avait fait des trucs de Canal justement. Ouais, justement. Enfin, c'est toujours à la mode. Moi j'ai découvert, j'ai découvert un peu cet univers-là avec ça, parce que il y avait tout le monde faisait ça, du poster minimaliste de films inspiré par la pop culture. Et effectivement, je pense que maintenant il y a eu des barrières qui sont ouvertes avec les films, avec les séries, avec tout. Voilà, maintenant il y a plus de problème. Tu peux faire un Super Mario ou un Dark Vador ou un Wolverine et c'est cool quoi. Deuxième question de Ben. Bonjour, moi j'ai une question monsieur. Non, je me demandais comment ça se passe au niveau des droits, si tu peux expliquer ça simplement, parce que surtout en France, enfin je crois qu'aux États-Unis c'est différent, mais en France tu peux pas faire de la thune avec un Superman ou un Super Mario ou autre. Non. D'accord. Tu ne peux pas. Du coup, comment fais-tu, Geekart? Mon blog, je me fais pas de thune avec. Hein. Ouais. C'est un blog. D'accord. Le bouquin, ça rentre dans la catégorie anthologie d'art, donc hommage à. Donc on est sur cette ligne-là. Après, pour tout ce qu'on fait à la galerie, par contre, quand on fait des expositions DC Comics, là pour le coup, on a une licence. Tout est officiel, on paye les artistes, on paye DC et il y en a. Mais après, enfin, faut pas rêver. Enfin, tu vas sur Etsy, tu vas sur c'est la fête du slip. Tout le monde vend du Dark Vador dans tous les sens. T'as plein de galeries aux US qui font des shows et qui sortent des bouquins qui sont pas sous licence. Moi, je me suis toujours demandé jusqu'à quand. J'ai l'impression d'ailleurs que ça monte et à un moment ça va exploser forcément parce que les mecs ils vont se dire il y a un truc qui se passe quoi. Je pense que les mecs qui ont les licences en fait font un calcul entre disant ok si j'attaque ce mec là combien ça va me rapporter, combien je peux pouvoir lui tirer de thunes. Ok c'est pas intéressant, je laisse le côté. Avec les 400 000 avocats Disney. Toi tu as envie aujourd'hui de ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, là, même la galerie, tout ça, c'est pas... en fait, la galerie, comme on l'a ouverte en juillet, là, si tu veux, là, je suis à un tournant de ma vie. J'ai lâché mon job pour me lancer dans Geekart, dans les bouquins, dans la galerie à 100%. Donc, je te répondrai dans un an, vers où j'en suis. Ouais. Mais t'as un store sur ton blog, si je me trompe pas. J'ai un store que je Shop. Boutique. Il y a marqué Shop, mais c'est pour les bouquins. Non. À l'époque, je faisais, c'était du bootleg, quoi. Je l'utilise plus, je le remets plus à jour. Et là, je suis sur la nouvelle version de Geekart parce que je peux pas proposer des choses sous licence d'un côté et d'autres qui ne sont pas de l'autre. Donc, dans les mois qui viennent, là, tout ça va fusionner. Et je suis vraiment associé à part entière avec la galerie et on travaille vraiment ensemble sur des trucs officiels. Et du coup, tu vas aller chercher des licences. D'autres licences, j'ai du Marvel, du Disney, j'en sais rien. Je te cache pas que Marvel et Disney c'est dans la ligne de mire. Après c'est un peu compliqué. On a DC, on a un deal avec Warner, donc on a DC. On va attaquer le Seigneur des Anneaux l'année prochaine. On a plein de petites séries, on a plein de choses qu'on va faire l'année prochaine. On a les Looney Tunes, on a Hanna-Barbera. On essaiera de faire des shows comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Man of Steel, Batman vs Superman. Donc on va pouvoir faire des prints là-dessus. Et à côté, on va toujours chercher. On a un deal avec Ubisoft. Et maintenant, les boîtes sont contentes de bosser avec nous pour qu'on fasse des événements, genre lors de la sortie d'un jeu, des choses comme ça. Lucille. Alors ouais, en fait, au niveau justement de tout ce qui est art pop et compagnie, on voit pas mal, par exemple, des espèces de grands thèmes justement qui reviennent vachement. Et par exemple, le truc dont on se moque beaucoup sur Internet, c'est les princesses Disney en... Ouais. Tu vois, genre par exemple, donc ça c'est typiquement un truc qu'on va revenir tout le temps. Et du coup, comment réussir en fait à... Comment tu fais toi pour choper les bons trucs et pas te retrouver avec des trucs qui se ressemblent et qui risquent un peu de lasser peut-être les gens Après, en fait, si tu veux, moi, ça fait 5 ans que je fais ça, donc j'ai forcément développé, même inconsciemment, une espèce de ligne éditoriale. Et par exemple, ce qu'on fait pas à la galerie, alors c'est un peu, on fait pas de fan art. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher. Moi, sur Geekart, je suis susceptible de mettre en avant des jeunes, des artistes, des choses comme ça. À la galerie, on va vraiment chercher des artistes. Entre guillemets des vrais artistes quoi, des mecs qui sont connus, reconnus ou qui en vivent ou que nous on va chercher. Après oui effectivement c'est le premier venu qui va faire un Mario Pixel, c'est déjà vu et revu. J'essaie de trouver de la nouveauté, de renouveler
c'est une ligne éditoriale, je peux pas... Voilà. Zef, est-ce que du coup là, si j'ai bien compris, en fait ça va être 100% ou 80% du moins la galerie dans l'idée, mais ressortir un bouquin, si demain tu t'as pas idée de sortir un bouquin qui traiterait en termes de littéraire, je veux dire la pop culture, explication sur qu'est-ce que la pop culture, essayer d'aller un peu plus loin que juste avoir des illustrations de gars. Quelque chose de plus historique, documentaire. En fait, documentaire. Voilà, je pense à Sœur d'édition, par exemple, ce qu'ils font sur le jeu vidéo, par exemple, d'expliquer ce qu'il y a eu derrière le jeu, la création, et des trucs comme ça, historique. Ouais, si, typiquement, maintenant que je vais me lancer à 100% là-dedans, c'est des choses que j'aimerais faire. Après, il y a de plus en plus de bouquins qui sortent là-dessus, avec des vrais experts. T'as maintenant carrément des sociologues de la pop culture. Moi j'essaye humblement de mettre ma contribution au truc et de donner un peu une valeur. Moi ce qui m'a toujours saoulé, c'est le côté, même encore aujourd'hui, même avec Star Wars, pour les grands enfants, pour les petits et les grands, ça me saoule quoi. C'est pas assez mature. C'est Haribo quoi. C'est de la science-fiction, ça, tu vois. Pour le coup, ça peut être intéressant, je te couvre rapidement, mais d'avoir justement pas le sociologue qui en parle, mais le côté fanboy en fait, le fan qui parle de son truc en disant voilà moi ce que j'ai découvert, un peu comme Sœur d'édition quoi, c'est pas des sociaux les gars, c'est juste des gars qui font du truc de fans, qui vont chercher la référence, le truc pour en parler quoi. Ouais, typiquement c'est un truc que j'aimerais faire dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient. Et est-ce que je fais une dernière question, est-ce que tu ferais une exposition dans la galerie sur Harley Quinn ou pas? Il a d'essai hein. On a un print Harley Quinn prévu, ouais. Oh, ça a été devenu son meilleur. T'es devenu son meilleur pote. Non, parce qu'il l'a pas fait encore. Ah oui, effectivement. Il vend son t-shirt. Ouais, c'est bien. J'ai approché un artiste à Comic Con Paris et qui serait intéressé par le fait. Ben, je voulais savoir si t'avais prévu de faire autre chose que de l'affiche, ou du poster ou du tableau. Est-ce que genre d'autres produits, des jouets, je sais pas, il est fou, des jouets, j'en sais rien, de la musique, je sais pas. Déjà nous. French Paper Gallery, Art Club à la base, c'est la pop culture au sens large et ça inclut la musique. Parce qu'en fait, nous on fait essentiellement de la sérigraphie. La sérigraphie, c'est une technique d'impression artisanale où tu vas appliquer les couches de couleurs les unes par-dessus les autres. Tu appliques le bleu, tu fais sécher, tu appliques le rouge, etc., etc. Et à la base, c'est très rock'n'roll comme univers. Les mecs, ils faisaient ça dans leur garage dans les années 70 pour faire les posters de concert. Et encore aujourd'hui, les grands groupes, dès qu'ils font une tournée, dès qu'ils font une date, ils vont demander à un artiste local de faire une sérigraphie. Et c'est devenu un objet vraiment collector et qui est vraiment collectionné aux États-Unis. Et donc nous, comme on est dans ce médium-là qu'on adore, qui est le print et la sérigraphie, je vais répondre à 2 questions. La première, c'est que oui, on va faire de la musique parce que le mois prochain, on va faire une expo officielle Foo Fighters en collaboration avec le groupe. On va faire des prints on va faire des sérigraphies officielles pour leur concert, leur date de Paris et de Lyon, ce qui s'est jamais fait avant à ma connaissance. Et on va faire une grosse rétrospective de toutes les sérigraphies, de tous les prints qu'ils ont sortis pendant leur tournée et pendant leurs 20 ans de carrière. Et après, pour finir, carrément, nous on a vraiment envie d'aller plus loin que le simple print. Enfin, le simple print. Je me comprends, on a envie d'aller plus loin dans l'objet collector, dans l'objet manufacturé, dans l'objet artistique et de collection. Donc ouais, carrément, on a vraiment envie de faire du jouet ou en tout cas... Ouais, ou si t'as des sculpteurs ou j'en sais rien. Voilà, ouais, ça c'est des trucs qui sont vraiment dans nos têtes qu'on a envie de faire. Une dernière question pour toi Thomas. Il y a déjà 2 livres qui sont sortis, donc Geekart 1 et 2. Il y a le volume 2 qui va être réédité, c'est ça ? Tout à fait, il est déjà réédité. C'est le mieux le 2, c'est le mieux le 2. Pourquoi ? Parce que t'es dedans, c'est ça ? Non, j'ai pas dit ça. Non, le 2 a été réimprimé en septembre et la semaine prochaine à la galerie, on fait un petit event pour la réimpression du tome 1 qui était introuvable et que du coup qui ressort le mois prochain. D'accord. Du coup, Geekart, où et comment est-ce qu'on te retrouve ? Où est-ce qu'on peut voir les œuvres que tu mets en avant ? Geekart.net, ça c'est le blog. La boutique en ligne c'est French Paper Art Club parce que le French Paper en fait c'est une qualité de papier. Et la galerie c'est au 51 rue Volta à Paris. D'accord. Et voilà, on prépare plein d'autres choses. Je vais commencer à attaquer l'écriture du tome 3. On va faire un portfolio sur l'expo Batman, une espèce de livre un peu collector sur notre expo DC Comics. Et puis les réseaux sociaux des internets. Voilà, comme Internet. Une dernière intervention de Zep. L'adresse c'est 51 rue Voltaire. Voltaire. D'accord. Voltaire. Comme le monsieur qui a inventé la pile. Ah, d'accord. Métro Temple. Et c'est ouvert tout le temps ou c'est du mardi au samedi, ouais. Ok, d'accord.
Merci pour d'avoir accepté l'invitation. L'invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation, Thomas. Mais c'est un grand plaisir. On te souhaite du succès pour les livres et pour la galerie. Et tu me préviens quand il y aura les Queen. S'il te plaît, tu dis. C'est la fin de cette 31e émission. On dit merci à tous nos chroniqueurs. Ben. Mais je t'en supplie. Ah, il me saoule. Mais J'avais quoi répondu correctement à. Je t'en supplie, ça veut rien oui, dire. c'est comme je t'en prie, mais mieux. Non. Je vous emmerde aussi. Oui. C'est un refus voilà. absolu. Pas les couilles. Non. Si, il se bat les couilles là. Lucille. Non. Je n'ai absolument pas touché mes couilles. Bah écoute, c'est très bien. Continue comme ça. Lucille. Oui. À bientôt. À bientôt. On te retrouve où? On me retrouve un mardi sur 2 dans Halo Central et on me retrouve là je vais être pas mal dans Comics Outcast et dans l'émission live bientôt. Tu m'as spoilé mon finish, mais c'est pas grave. Désolé. il y a du finish. Et du coup il y aura aussi Halo Central et le Player Club en live le samedi. N'hésitez pas à vous inscrire pour venir Samedi nous 7 regarder novembre. dire des âneries. Ben, on te retrouve où? Je sais pas, ça va pas l'air de trop t'intéresser. C'est cool, c'est quoi avec mon ami Jojo? Oui. Voilà, on va faire le 6 bientôt cette semaine. Il sortira le jour d'Halloween. Et ça sera sur les films d'horreur. Il est déjà sorti en fait. Oui, c'est vrai, parce qu'on est dans le futur. oui, c'est vrai. Oui, voilà. C'était Marty, hier. nom de C'était- Zeus. Pardon, c'était la semaine dernière. Et Zef, on te retrouve où? Moi on retrouve dans Comics Outcast dans la Ligue des joueurs ordinaires qui va taper sa deuxième émission bientôt d'ailleurs parce qu'on enregistre demain soir. Enfin, Et personne croit qu'on est en direct. Arrêtez Oui, d'essayer de. Non, mais j'enregistre demain soir donc le deuxième épisode on vous prépare des petits trucs assez sympas aussi. Et Joe de la maternelle. On vous retrouve. Chaque soir sur WeFM de 19h à 23h, c'est pour les chiens ou pas? Oui. Voilà. Donc comme Les d'habitude, chiens peuvent vous nous écouter retrouvez VFM. sur Facebook, Twitter, Instagram si Ben veut poster des photos. Mais Et on se tout donne repose sur ma rendez-vous gueule, hein. la semaine prochaine, ce week-end, pour un week-end spécial, une émission en live pour la première fois. Je me chie dessus, un truc de ouf. Mais non, non. tu vas Mais aller. ça va être super sympa. Ça, Donc bien. voilà. Il y aura un quiz. Il y aura un quiz deux de quiz. Ben. Ah bah depuis Noël 2015 On vous 14. dit à très bientôt. Grosse bise, lisez des comics et à très vite. Salut. Ciao.